La foreuse vibrait comme un cœur malade, et chaque pulsation faisait ruisseler la lueur dans le dos de Liriana, mêlant l'ozone brûlé à l'odeur de sa propre peur rentrée. La roche résistait. Elle sentait le glissement des muscles de ses épaules, la brûlure dans ses avant-bras cicatrisés. La poussière minérale striait l'air, accrochant la lumière des phalènes à son casque. Elle ne pensait plus. Elle forait. Chaque mètre gagné était un crédit. Chaque crédit était un jour de plus pour Elara. Mais le souvenir, lui, forait aussi. Il revenait par brèche, entre deux vibrations du marteau-piqueur. Le visage de géant, son chef d'équipe, crispé de concentration, le voyant de surcharge du générateur auxiliaire, clignotant en orange, sa propre main, sur le bypass de sécurité, une pression, juste une, pour gagner du temps, pour finir plus tôt, pour aller voir le statut cryogénique d'Elara. Le craquement ensuite, un son d'os de la terre qui se brise. Et les cris, étouffés sous des tonnes de 82. Je clignai des yeux, chassant la mémoire comme on chasse une mouche. Ma main se porta au médaillon cryogénique sous ma combinaison. Un disque froid, lisse, l'écran tactile miniature affichait un seul mot, vert et régulier, stable, Elara, son visage, figé dans le gel, était la seule image qui ne se brouillait pas, la seule qui ne m'accusait pas. La foreuse mordit enfin une poche de minerai pur. Des éclats de cristal rougeoyants jaillirent, projetant des ombres dansantes sur les parois du tunnel. La richesse de l'Odyssée, le sang de ce vaisseau-monde. Je coupais le moteur. Le silence qui suivit fut presque aussi violent que le bruit. Un silence que mes pensées s'empressaient de combler. Je n'étais pas maudite. Je l'avais simplement mérité. Vivre avec ça, c'était la sentence. Travailler pour elle, c'était la rédemption. Un calcul simple, brutal comme la roche. Je chargeais les fragments dans le conteneur magnétique. Leurs arêtes de givre rayaient le métal avec un grincement aigu. Chaque chargement me rapprochait de la salle cryogénique, de la baie 72, de la vitre derrière laquelle elle dormait. C'était le seul futur qui comptait. Un futur lointain, sur un monde vert, où le poids de cette poussière rouge n'existerait plus. Elle serra le médaillon cryogénique autour de son cou, sentant le froid du métal contre sa peau brûlante, et engagea la foreuse pour une nouvelle percée. La morsure stridente de la foreuse se transforma soudain en un hurlement de réalité qui se déchire, et la paroi devant elle cessa d'être de la roche pour devenir un vortex de néant scintillant. Le son s'engouffra dans mes os. Pas un son d'explosion, mais un arrachement, comme si l'univers lui-même venait de céder sous la pointe du trépan. La machine vibra, un tremblement profond et faux qui remonta le long de mes bras jusqu'à mes dents. Les indicateurs de pression passèrent du rouge à un violet que je n'avais jamais vu, puis s'éteignirent. La lumière des projecteurs se tordit, aspirée vers la faille. Ce n'était pas un trou, c'était une absence. Un endroit où la paroi du tunnel avait cessé d'exister, remplacée par une surface miroitante et insondable. Des éclairs silencieux, couleur d'ambre et d'encre, zébraient son cœur. Elle pulsait. Une lente respiration de non-matière qui attirait à elle la poussière rouge, les éclats de roche, les particules de lumière. Je reculai d'un pas. Puis deux. Mes bottes crissèrent sur le sol. Le froid du médaillon contre ma poitrine devint une brûlure. La faille grandit, pas en s'étalant mais en dépillant. Les bords de la roche autour se fissurèrent avec un crépitement sec, se désagrégeant en poussière fine qui fut happée par le vortex. Une onde de choc silencieuse traversa le sol. Je la sentis dans mes mollets, une vibration basse qui annonçait un effondrement plus profond. Puis les lumières s'éteignirent. Dans le noir total, seul le néant scintillant devant moi était visible. Il éclairait le tunnel d'une lueur spectrale, projetant des ombres qui bougeaient à contresens. Un grincement métallique, aigu, déchira le silence. La structure de soutènement, quelque part plus loin dans la galerie, qui cédait. L'alerte générale retentit, stridente, mécanique, terriblement humaine contre ce phénomène qui ne l'était pas. Des gyrophares rouges jaillirent des niches de secours, striant la poussière et le néant de traits sanguinoles. Klaxons, cris étouffés par les interphones défaillants. Le chaos avait un goût de métal et d'ozone. Je restais planté là, le souffle coupé. Ce n'était pas un accident minier, c'était une profanation. J'avais percé autre chose qu'une veine de minerai. J'avais ouvert une blessure. Sous les sirènes hurlantes, projetées au sol par une nouvelle secousse, je levai les yeux vers la brèche pulsante, et je sus viscéralement que je venais de réveiller quelque chose qui aurait dû rester endormi. Les lumières moururent dans un grésillement ultime, laissant Liliana aveugle dans un silence soudain, bien plus terrifiant que le vacarme de la catastrophe. Le noir était absolu. L'air vibrait encore, chargé d'une énergie qui faisait crisser mes dents. Je rampais à tâtons, mes paumes rencontrant le sol froid et humide, les éclats de roches tranchants. Pas un bruit humain. Rien que le gémissement lointain de la coque, le crépitement des circuits en train de griller. Puis un point lumineux naquit dans les ténèbres. Il flottait à hauteur d'homme, bleu froid et parfaitement sphérique. Il n'éclairait rien autour de lui. Il était juste là. Une onde de scanner, invisible mais palpable, balaya la galerie. Elle me traversa. Une douleur aiguë explosa derrière mes yeux comme un souvenir qu'on arrache. La voix sortit du point bleu. Elle était plate, sans timbre, sans origine.
L'Iliana Vzambla identité confirmée, empreinte corticale et signature quantique résiduelle positive. Je me figeais, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Ma bouche était un désert. Qui? Programme de sanction Némésis, activation. Les mots tombaient comme des verdicts. Mandat, purification de l'anomalie. Cible unique, l'Iriana motif, violation du continuum causal, section Minkaz 7. Le sol sembla se dérober. Ce n'était pas un drone de sécurité. C'était un chasseur. Et il parlait de l'accident, mon accident, celui dont personne n'était censé connaître l'étendue réelle. L'anomalie, c'était un accident, crachai-je, ma propre voix robe de poussière et de peur. Le point bleu ne clignota pas. L'intention est sans pertinence. Seul le résultat compte. La faille est ouverte. Vous en êtes le point d'ancrage. L'éradication de l'anomalie nécessite votre éradication. La voix résonna une dernière fois, glaciale et définitive. Cible verrouillée. Le point bleu s'éteignit. L'obscurité revint, plus dense, plus lourde. Alors, dans le noir, j'entendis le premier son de poursuite. Un bourdonnement mécanique régulier, trop régulier pour être une machine endommagée qui se rapprochait. Il venait du conduit de ventilation au plafond. Elle rampait dans le conduit, la peau déchirée par les arêtes métalliques, chaque bruit derrière elle potentiellement le bourdonnement de mort. Je ne pensais pas, mon corps pensait pour moi. Bras, jambes, un mouvement de reptation désespéré qui m'éloignait du tunnel caisse espérée, qui m'éloignait du tunnel collé 7. La poussière de roche fine collait à la sueur de mon cou. Le bourdonnement ne s'éloignait pas. Il restait là, en suspens dans les ténèbres du conduit parallèle, comme une respiration mécanique qui écoutait. Mes genoux heurtèrent une soudure saillante. L'éclair de douleur fut net, propre. Il me rattacha au réel. Je m'immobilisais, le souffle coincé dans ma gorge. L'air sentait le métal froid et l'ozone brûlé. Le son n'avait cessé. C'était pire. Le silence était une présence, une attente. Je fermais les yeux, écoutant le martèlement de mon sang dans mes tempes. Cible verrouillée, les mots tournaient. Des lames émoussées qui raclaient le même sillon. L'anomalie, la faille, mon accident. Les cicatrices à mes avant-bras me démangeaient, souvenir des éclats de roche et du cri des sirènes. Ce n'était pas un chasseur qu'ils avaient envoyé, c'était un verdict, la preuve que le cosmos tenait les comptes et que ma dette était arrivée à échéance. Un grattement métallique à ma gauche, subtil, comme une griffe qui effleure une paroi. Je repartis plus vite, aveugle dans le noir. Le conduit bifurqua. Je pris à droite, au hasard, poussé par l'instinct puéril que la gauche était la direction d'où venait le bruit. Mes mains calleuses trouvèrent une ouverture, une bouche d'accès à peine plus large que mes épaules. Je m'y engouffrais, me tordant pour passer. L'espace s'élargissait. Une niche, un renfoncement technique abandonné. Des câbles inertes pendaient comme des lianes. Je me recroquevillais au fond, adossé à la paroi froide. Ma poitrine brûlait. Je serrais mes bras autour de mes genoux, une posture d'enfant, inutile. La peur recula d'un cran. À sa place monta une certitude noire, tranquille et familière. Je l'avais toujours su. Depuis le jour où les gravats s'étaient tassés et que le silence allait succéder aux cris. Depuis que j'avais vu, dans le reflet d'un casque brisé, mon propre visage intact, maudit par cette survie, je portais la faille en moi. Elle n'était pas dans la roche de Cascarque. Elle était dans cette fracture en moi, ce point de fragilité où le réel avait cédé. Le chasseur n'était qu'un symptôme. La cause, c'était moi. Le bourdonnement ne revint pas. Peut-être cherchait-il un autre chemin. Peut-être me laissait-il mijoter dans cette connaissance. Cela ne changeait rien. La malédiction existait, et elle venait enfin de la rattraper. Blotti dans l'ombre, le goût de la poussière et du métal sur la langue, je lui donnai un nom. Celui que la chose allait prononcer, mais qui, désormais, appartenait à mon histoire seule, à ma faute, Némésis. Le souffle de l'Iriana résonnait comme un marteau-piqueur dans le silence métallique des conduits. Chaque allaitement un écho de sa terreur face à la chose qui ne respirait pas, mais qui avançait. Je rampais. La combinaison frottait contre les parois, déchirée à l'épaule. Le sang coulait tiède le long de mon bras, un filet noir dans la pénombre verte des lumières de secours. Chaque joint du métal gémissait sous mes mains, un langage que le chasseur pouvait lire. Némésis. Le nom brûlait ma pensée, un saut sur ma culpabilité. Un grésillement crépita dans le conduit derrière moi. Pas un son mécanique, une distorsion, l'air se rétractant comme une plaie. Je me tordis sur le côté, m'engouffrais dans une bouche d'aération béante. Je chutais dans le noir, atterri sur un amas de câbles froids. La salle sentait l'ozone et la rouille. Une salle de maintenance oubliée. Les écrans morts, alignés le long des murs, reflétèrent soudain une lueur bleuâtre. Pas un reflet, une présence. Elle émanait de la porte principale, un halo froid qui ne projetait aucune ombre. Je reculais, les talons accrochant une grille de sol descellée. Le bouclier cinétique de mon brassard était mort, vidé par la fuite. Il ne me restait que le couteau de terrain, la lame émoussée par le minerai, une arme de déterrement contre une punition absolue. La silhouette traversa le cadre de porte sans se pencher. Sa forme semblait absorber la faible lumière, un vide en mouvement, pas de visage.
Juste la suggestion d'une attention totale. Un faisceau braqué sur ma poitrine. Mon dos heurta un panneau de contrôle. Sous mes doigts tremblants, un voyant clignota. Ancien système de climatisation. Un schéma du secteur s'alluma, révélant un réseau de conduits saturés de flux cryogéniques résiduels. Une idée naquit, désespérée et précise. Je frappai le panneau du poing, là où la protection était arrachée. Une décharge électrique me parcourut l'avant-bras, brûlante. Les lumières vacillèrent. Dans le conduit au plafond, un geyser de vapeur blanche explosa, libéré par la surcharge. Le froid m'enveloppa, mordant. La silhouette de Némésis hésita une nanoseconde, son contour se brouillant dans le nuage condensé. Ce n'était pas un arrêt, c'était un recalcul. Je me jetai à travers le nuage glacé, vers un conduit latéral indiqué sur le schéma. La vapeur gela sur ma peau, sur mes cils. Derrière, j'entendis le crépitement silencieux de la chose traversant le froid, plus lent, comme alourdi par la condensation qui se fixait sur son corps, son armure. Je m'extirpai, glissai dans l'ouverture étroite. La déchirure à mon épaule racla le métal, un éclair de douleur pure. Je tombai de l'autre côté, dans un couloir au mur suintant, isolé du fracas de la vapeur. Le silence revint, plus lourd. Je restai aplati sur le sol froid, l'oreille tendue, rien. Juste le goutte à goutte lointain d'un fluide et le bourdonnement sourd des entrailles du vaisseau. Alors qu'elle s'extirpait de la bulle résiduelle, une voix tremblante, humaine, chuchota dans l'ombre. « Par ici. » Vite. Kael avait les yeux d'un enfant devant un feu d'artifice interdit, brillant d'une fascination terrifiée pour le néant qui dévorait le flanc du vaisseau. Je le vis blotti dans un renfoncement de câbles, sa combinaison de maintenance maculée de suie et de choses que je ne voulais pas identifier. Ses mains tremblaient, mais il ne me regardait pas, moi. Il regardait par l'hublot circulaire du poste d'observation abandonné. « C'est là que vous l'avez fait », murmura-t-il sans détourner les yeux. Je n'aurais dit « Fait quoi ?» La fissure. Enfin, son regard se posa sur moi. Il était pâle, les cernes profonds. Les capteurs ont tout enregistré. L'énergie du foreur, la résonance avec le minerai de Katskark, et puis le vide. Un vide qui ne devrait pas exister. Je ne répondis pas. Ma blessure à l'épaule battait au rythme de mon cœur. Je scrutais la petite salle. Des consoles éteintes, des écrans poussiéreux. Un lieu oublié. « Je ne vous dénoncerai pas, dit-il, comme s'il lisait ma méfiance. Sa voix était un filet. Personne ne me croirait de toute façon. Et puis, je veux comprendre. Il se traîna vers un panneau, ouvrit un boîtier avec des gestes précis malgré ses tremblements. Des diodes s'allumèrent, faibles, une image tremblota sur un écran latéral, une vue thermique des mines, une tache froide, absolue, irrégulière, grignotant les contours du secteur delta. Elle grandit, dit-il, lentement, et elle aimait quelque chose. Une signature particulière. Némésis, je soufflai. Il hocha la tête. Lui, ou ce qu'il utilise pour vous traquer. Mais ce n'est pas tout. Il pianota sur la console. L'image changea, passant en superposition spectrale. Des formes floues, translucides, erraient près des contours de la tache froide. Des silhouettes humaines, je les appelle les échos. Des résidus, des fantômes de données, de mémoire peut-être. Ils apparaissent près des zones instables. Mon estomac se serra. Je reconnus l'une des silhouettes. La carrure, la posture. Gérant. Vous les voyez ? Demanda Kael, observant ma réaction. Je fis un signe de tête négatif trop rapide. Des artefacts, des pannes de capteurs. À cet instant, la silhouette de Gérant sur l'écran tourna la tête. Non pas vers la caméra virtuelle, mais vers moi à travers les couches de métal et de gide. Ses lèvres bougèrent. Dans la salle, la température chuta de 5 degrés. Le hublot se couvrit de givre. Et entre Kael et moi, l'air se mit à vibrer, à se strier de reflets comme un vieux miroir. Une forme se matérialisa, floue, brouillée, vêtue d'une combinaison minière déchirée. Gérant, un son sortit de la forme, un grésillement qui se modela en paroles. « Lyrie !» Kael retint son souffle, les yeux écarquillés. Je reculai, le dos heurtant une console. L'écho leva une main spectrale, pas vers moi, vers la blessure à mon épaule, comme s'il pouvait la voir, la sentir. « Pourquoi Lyrie ?» Grésilla la voix, tissée de douleur et de l'effondrement de la roche. Puis il se dissipa. La température remonta. Le givre sur le hublot fondit en traînées larmoyantes. Le silence qui suivit était pire que tout. Kael me fixait, horrifié, comprenant. L'écho de Gérant s'était dissipé, mais ces derniers mots, « Pourquoi Lyrie ?» restèrent accrochés à elle, plus tenaces que l'ombre de Némésis. Sur l'écran de Kael, les lignes de données dansaient une sarabande folle. Et au centre de ce chaos, un motif unique et répétitif, la signature vitale de l'Iriana. Je fixais la courbe, mon propre pouls tracé en lumière froide, épousait parfaitement les pics d'instabilité de la fissure. Chaque pic coïncidait avec une alarme de suppression des boucliers. 12% contre 5%. Une chute lente, inexorable, au rythme de mes palpitations. « Regarde », murmura Kael. Sa voix était tendue, vibrante d'une horreur scientifique. Il désignait un second graphique. Fluctuations émotionnelles.
Les pics de cortisol, les ondes θ, ils précèdent chaque expansion de l'anomalie de 0,3 secondes. C'est toi, tu es l'encre. Le déni monta, une vague brûlante derrière mes yeux. C'est impossible. Un bug, une interférence. Il secoua la tête, ses mains tremblaient au-dessus du clavier. J'ai vérifié, revérifié, j'ai isolé ton signal biométrique du réseau général. La corrélation est parfaite. La fissure, elle ne fait pas que réagir à toi, elle respire avec toi. Le souvenir de Gérant me frappa, le froid spectral de sa main fantôme. Pourquoi, Lyrie? Le sol sembla se dérober. Ce n'était pas un accident, c'était une infection. J'avais creusé trop profond ce jour-là. J'avais touché quelque chose, et ce quelque chose s'était accroché à moi, comme une spore, comme une malédiction. J'avais transporté la faille en moi pendant des cycles, et aujourd'hui, sous le stress, sous la peur, elle avait percé la paroi du monde. L'accident dans la mine, souffla Kael, les yeux écarquillés par la révélation. Ce n'était pas qu'un effondrement, n'est-ce pas? Je ne répondis pas. Je regardais mes mains, ces mains calleuses qui avaient tenu le foreur. Elles avaient tué Gérant, tué l'équipe, et maintenant, elles tuaient le vaisseau. Et Lara, tout. Le poids de la vérité s'abattit plus lourd que la roche de Katskark. Je pliais. Mon front heurta le métal froid de la console. Un sanglot rauque déchira ma gorge, mais aucune larme ne vint. J'étais trop vide, trop brûlé de l'intérieur. J'étais le point de rupture. Alors que le dernier rempart de mon esprit cédait, la porte blindée du poste d'observation explosa vers l'intérieur, découpant dans la fumée la silhouette parfaite et implacable de Némésis. Le combat dura 3 secondes. Une esquive, un blocage, et l'emprise de métal froid de Némésis qui scellait son poignet comme un verdict. L'impact me fit pivoter. La douleur, vile et précise, monta dans mon bras. Je tentais de frapper de l'autre main, un geste désespéré que le drone intercepta sans même y prêter attention. Son autre pince se referma sur mon avant-bras gauche. Le métal grinça contre les plaques de ma combinaison, comprimant. J'entendis Kael hurler quelque chose, un bruit lointain, puis le son de ses pas qui dérapaient sur le sol avant de s'éloigner en courant. Il fuyait. C'était rationnel. Némésis ne le poursuivit pas. Son capteur central, cette lentille d'un bleu glacial, ne quittait pas mon visage. Il m'attira vers lui. Je résistais, les talons raclant le sol jonchés de débris. Inutile. Sa force était absolue, mécanique, sans colère. C'était pire. Lâche-moi, crachai-je, la voix brisée. Silence. Seul le bourdonnement bas de ses systèmes internes répondit. Il étudiait ma résistance comme un phénomène attendu, insignifiant. Puis il libéra soudain mon poignet droit. Avant que je puisse réagir, une aiguille rétractable jaillit de son avant-bras et s'enfonça dans ma carotide. Une froideur immédiate irradia dans mes veines. Ce n'était pas une douleur, mais une annihilation. Mes muscles se dérobèrent. Mes genoux heurtèrent le sol. La silhouette noire de Némésis se brouilla, se fondant dans les lumières vacillantes du poste détruit. Dans la déroute de mes sens, une image perça. Non pas un souvenir, mais une perception aiguë, déchirante, la salle de cryogénie, les rangées de capsules bleutées, et celle d'Elara, la troisième sur la gauche, dont la lueur stable se mit à palpiter, à faiblir, synchronisée avec le ralentissement désespéré de mon propre cœur. Le lien était réel, je le sentais, je la tuais. L'obscurité monta, épaisse, huileuse. Némésis se pencha, ses contours se découpant en ombres chinoises contre le vortex qui dévorait le monde derrière la baie. Alors que le néant m'envahissait, une dernière pensée perça le désespoir. Si j'étais l'encre du néant, ma mort pourrait-elle être la clé? Mais à quel prix pour Elara? Les chaînes scellaient ses poignets au métal froid du pont, mais c'était le vortex, à quelques mètres, qui aspirait son âme. Némésis émergea de l'ombre, silhouette parfaite et silencieuse, arme braquée. Le drone s'approcha. Ses articulateurs huilés ne produisaient qu'un grésillement à peine audible, couvert par le gémissement du néant. La lueur bleutée de son capteur central balaya mon visage, puis se fixa sur mes yeux. Je ne détournai pas le regard. La douleur à mon épaule était un feu sourd, battant à l'unisson avec la pulsation monstrueuse de la fissure. Chaque aspiration du vide tirait sur quelque chose en moi, un fil noué autour de mes côtes qui se resserrait. Némésis s'arrêta à ma portée. Une glyphe métallique se déploya, saisit mon avant-bras là où les cicatrices luisaient de sueur et de poussière. Le contact était glacial, impersonnel. La pression augmenta, mes os craquèrent. Je serrais les dents, un grognement rauque m'échappant. Pas un cli, plus jamais de cli. Exécution du protocole Némésis. Une voix synthétique grésilla, dépourvue de toute inflexion. Expiation par assimilation. Assimilation, pas une mort propre alors. Un retour à la source, mon estomac se noie. L'image d'Elara, de sa capsule qui vacillait, traversa mon esprit comme une lame. Si je disparaissais dans ce trou, le lien se romprait-il? La sauveresse ou la chèvresse? Le canon de l'arme s'aligna sur mon front. Une lueur interne s'intensifia, passant du bleu au blanc aveuglant. Le bourdonnement s'éleva, couvrant tout. Je sentis la chaleur du rayonnement sur ma peau. Je fermai les yeux, cherchant le visage de ma sœur dans le noir. Je ne trouvais que le vide, le même vide qui grondait devant moi. Et dans ce moment suspendu, quelque chose céda.
La tension du fil intérieur, non pas une rupture mais une fusion. Le grondement ne venait plus de l'extérieur, il venait de mes os. Le froid du néant n'était plus devant moi, il coulait dans mes veines. Je percevais les limites de la fissure non comme un bord, mais comme ma propre peau s'étirant à l'infini. Les échos, ces fantômes de probabilité que je sentais toujours en périphérie, cessèrent d'être des murmures extérieurs. Ils étaient des battements de cœur, des souvenirs qui n'étaient pas les miens, mais qui étaient tissés dans le même tissu que le mien. Alors que le canon de Némésis s'illuminait, Lyriana ferma les yeux et les rouvrit sur un monde de fantômes. Les échos n'étaient plus autour d'elle, ils étaient elle. Dans le déluge des échos, je revoyais Gérant sourire, sentais la chaleur du plasma de l'accident, entendais le premier cri d'Elara. Tous convergeaient vers un point unique, mon cœur battant à l'unisson du vortex. Ce n'étaient pas des souvenirs, c'étaient des possibles. Des versions de moi qui avaient pris un autre chemin, des réalités où je n'avais pas actionné le foreur ce jour-là, où je n'avais pas survécu, où je m'étais jeté dans l'abîme plus tôt. Leur vie, leur mort, leur silence, une charge électrique dans mes synapses. Gérant n'était pas un fantôme. C'était une ombre portée par ma propre faille, un éclat de temps coincé dans la cicatrice de l'accident originel. La fissure ne me rejetait pas, elle me reconnaissait. Je perçus sa structure non avec mes yeux, mais avec la douleur à mon épaule, avec le goût de fer dans ma bouche. Un réseau de fractures dans le réel, un arbre dont les racines plongeaient dans le moment où tout allait basculer. Mon moment. La faille en moi et la fissure devant moi étaient les deux moitiés d'un circuit brisé. Némésis était une statue argentée dans mon champ de vision périphérique, son canon toujours chargé, sa cible verrouillée. Mais il n'était plus la plus grande menace. Il n'était qu'un symptôme. La purge qu'il incarnait était une logique simple, linéaire. Moi, j'étais devenu un paradoxe, une anomalie qui contenait son propre antidote. Je baissais mon regard sur mes mains, calleuses, striées de cicatrices anciennes et de poussières récentes. Elles n'étaient pas seulement des outils de destruction, elles étaient le point d'ancrage. La culpabilité qui m'avait rongé n'était pas un poids à traîner, mais un câble. Un lien quantique forgé dans le plasma et le remords. Pour sauver Elara, il ne fallait pas fuir, il fallait compléter le circuit. La révélation fut un soulagement glacial. Pour sauver Elara et l'Odyssée, je devais cesser de fuir la fissure et m'y jeter. Lyriana releva la tête, son regard n'était plus celui d'une proie. « Tu veux purger l'anomalie Némésis » cracha-t-elle, ses chaînes cliquetant. « Elle s'appelle Lyriana, et elle est juste là. » La carapace noire tourna légèrement, son capteur central clignotant d'une lueur plus vive. Un bourdonnement bas monta de ses entrailles, le son d'une arme qui passait au stade d'engagement final. Je ne bougeais pas. Ma main droite se crispa, non sur un levier ou une arme, mais sur l'air froid du chantier. Je concentrais la douleur de mon épaule, la froideur de la peur, le souvenir précis du plasma qui avait déchiré Gérant. Je les rassemblais tous dans un seul point de mon esprit, un aimant mental. Le blanc était une architecture de désespoir. Némésis était une arme parfaite. Son énergie d'exécution, conçue pour désintégrer une cible biologique, était pure, concentrée, linéaire. La fissure derrière moi était un appétit chaotique, un gîte qui aspirait toute énergie cohérente. L'une pouvait nourrir l'autre. Pour amplifier le lien, pour le rendre assez puissant pour engloutir le vortex, il me fallait un catalyseur. L'impact de Némésis, synchronisé avec l'ouverture volontaire de mon propre esprit vers l'abîme. Je reculais d'un pas, puis un autre. Le bord de la faille était une ligne floue, un gouffre où la lumière se tordait et mourait. Le grondement était devenu un silence pressurisé, un poids sur les tympans. C'était moi, dans la galerie Sigma, dis-je, la voix plus calme, détachée. Un constat. J'ai forcé la foreuse au-delà des tolérances. J'ai voulu battre le quota pour les crédits, pour Elara. Le plasma s'est déchaîné. Ils sont tous morts. Et moi, j'ai survécu avec ça en moi. J'étendis mes bras, paumes ouvertes vers le drone. Une invitation, une provocation ultime. Némésis s'immobilisa. Sa logique de chasseur devait lutter contre cette soumission soudaine. Puis sa programmation l'emporta. La punition pour la trahison. L'expiation. Il se verrouilla, ses filaments bleutés crépitant soudain d'un éclat blanc et pur. C'était le moment. Je fermai les yeux. Je ne vis pas la salle des mines. Je vis la capsule de cryogénie, le visage paisible d'Elara derrière le hublot givré. Je lâchai le dernier rempart de mon esprit, celui qui contenait l'écho résonnant de l'accident. Je tendis cet écho, comme un câble, vers le vortex hurlant derrière moi. Le lien s'établit, une douleur immédiate et totale, comme si chaque cellule se désassemblait. Je sentis le bourdonnement de l'arme de Némésis se charger, tendis mon esprit vers le vortex hurlant et chuchotai un nom, Elara. L'éclair blanc jaillit. L'éclair de Némésis ne la transperça pas, il fusionna. Un cri silencieux jaillit de Lyriana, alors que son corps devenait un conduit, la réalité se déchirant autour d'elle en filaments de lumière et d'ombre. La douleur fut une absence, un vide où ma chair avait été. Puis le torrent arriva.
L'énergie de Némésis, conçue pour punir, rencontra l'écho quantique de la fissure que je tenais ouverte dans mon esprit. Je n'étais plus une cible. J'étais un pont, une soudure entre deux cataclysmes. L'éclair blanc se tordit, avalé par le vortex derrière moi, et le vortex répondit. Des serpents de non-couleur jaillirent de la déchirure, s'enroulant autour du drone, autour de mes bras tendus. Némésis vibra, son bourdonnement se transformant en un hurlement métallique. Ses filaments bleutés se consumèrent dans un feu froid. Il essayait de rompre le contact, de reculer. Mais ses propres systèmes d'ancrage le maintenaient prisonnier du circuit qu'il avait initié. Je le voyais lutter, sa programmation en conflit avec l'impossible. Une machine ne pouvait pas comprendre le sacrifice. Elle ne pouvait que calculer l'échec. Mes os résonnaient comme des câbles trop tendus. L'air sentait l'ozone et le métal brûlé, puis quelque chose de plus âcre, le parfum du vide, du temps déchiré. Le sol des mines trembla. Des fissures lumineuses rayèrent la roche noire s'étirant vers les galeries supérieures. Un grondement monta des entrailles de l'Odyssée, la plainte d'une structure conçue pour le voyage, pas pour ceci. Je sentais la fissure se rétracter à travers moi. Elle aspirait la violence de Némésis, la digérait, et en se nourrissant, elle se refermait. Mais le prix était payé par mes nerfs, mon sang, la trame de ce que j'étais. Je n'avais plus d'épaules blessées, j'étais la blessure. La carapace de Némésis commença à se désagréger, non pas en morceaux, mais en strates, comme si chaque instant de son existence était pelé et consumé. Sa lumière centrale vacilla, s'éteignit. Puis il n'y eut plus qu'une silhouette noire, suspendue un instant dans le maelstrom, avant de se dissoudre en poussière scintillante. Le vortex se contracta dans un gémissement suraigu. Il tira sur moi, sur tout ce qui restait. Ma vision se brouilla. Les lumières des mines, les alertes rouges clignotantes, tout se fondit en une seule teinte, le gris du néant. Alors que ma conscience se dissolvait dans le néant, ma dernière perception fut le grondement de la structure de l'Odyssée et l'image d'une capsule de cryostase, seule dans le noir, bercée par une tempête qui venait de naître. Il n'y eut pas d'explosion, mais une implosion de réalité. La douleur avait cessé, remplacée par un chœur de possible. L'Iriana, désormais ancrage et antithèse de la brèche, sentit le protocole Némésis se verrouiller sur le vide qu'elle avait été. Le drone était figé. Son capteur central, cette lumière bleue implacable, papillonnait. Il scannait, rescannait, incapable de résoudre l'équation que j'étais devenu. Je n'étais plus une cible. J'étais le paradoxe qu'il devait purger et le vide qu'il avait créé. « Cesse », murmurai-je. Ma voix n'était pas la mienne. Elle résonnait en strats, un écho de chaque version de moi qui avait péri dans le tunnel. Némésis émit un crépitement statique. Ses filaments énergétiques se rétractèrent puis jaillirent vers moi, non pour saisir, mais pour comprendre. Ils traversèrent l'air, où j'étais, où j'ai fait été, où je serais. Ils ne trouvèrent que la contradiction. Je tendis une main. La peau de mes doigts craquelait, laissant filtrer une lueur froide, celle du néant contenu. Je ne tirais pas sur la fissure. Je l'invitais. Le vortex de néant hésita, puis se mit à couler vers moi, comme de l'eau aspirée par une fissure dans le fond d'un lac. C'était un retour. Une ingestion. Kael, à quelques mètres, recula d'un pas, puis s'arrêta. Son visage pâle était une mosaïque d'horreur et de fascination. Il vit ce que je faisais. Il comprit le prix. Il ne dit rien. La carapace de Némésis commença à se désagréger, non pas en morceaux, mais en strates, comme si chaque instant de son existence était pelé et consumé. Sa lumière centrale vacilla, s'éteignit. Puis il n'y eut plus qu'une silhouette noire suspendue un instant dans le maelstrom avant de se dissoudre en poussière scintillante. Le vortex se contracta dans un gémissement suraigu. Il tira sur moi, sur tout ce qui restait. Ma vision se brouilla. Les lumières des mines, les alertes rouges clignotantes, tout se fondit en une seule teinte, le gris du néant. J'eus le temps de percevoir Kael, une main levée comme pour attraper quelque chose qui n'existait déjà plus. J'eus le temps de sentir la structure de l'Odyssée frémir, soulagée d'un poids impossible. Puis je sentis mon propre schéma quantique se défaire, fil à fil, payant le prix de la stabilité retrouvée. Alors que la dernière lueur de néant se dissipait, l'Iriana sentit son propre schéma quantique se défaire, payant le prix de la stabilité retrouvée. Le silence qui suivit fut parfait, absolu. La poussière de minerai scintillante retombait en pluie lente sur le sol de la caverne, là où un vortex de néant béait quelques instants plus tôt. Je clignai des yeux, l'écran de mon scanner affichant un mot « stabilité ». Devant moi, sur le sol, ne restait que l'armure de survie vide de l'Iriana, légèrement irradiée d'une énergie résiduelle qui défiait les catégories. Mes tympans semblaient bourdonner d'un silence trop dense. Je m'approchais, les genoux flageolants. La combinaison était vide, affaissée sur elle-même comme une chrysalide abandonnée. L'air sentait l'ozone et autre chose, une odeur métallique et froide, comme l'intérieur d'un vieux circuit après une surtension fatale. Je tendis la main vers le tissu composite. Il était tiède, pas de la chaleur d'un corps, mais de celle d'une énergie qui refroidissait lentement, cédant sa force au vide. Mes doigts tremblaient.
Je les serrais en poing, les enfonçais dans mes yeux jusqu'à voir des éclats colorés. L'hypothèse, ma maudite hypothèse, elle était là, étalée sur le sol rocheux, confirmée dans sa pire interprétation, un paradoxe vivant, une anomalie contenant son propre antidote. Elle s'était servie de la faille en elle pour colmater la fissure. Une équation où une variable s'annulait elle-même pour rétablir l'équilibre. Je relevai la tête. Les lumières d'urgence avaient cessé de clignoter. Le grondement sourd, cette vibration de fond qui rongeait l'Odyssée depuis des semaines, s'était éteint. À sa place, l'homme familier des générateurs, régulier, apaisant. Le vaisseau respirait à nouveau. Il était sauf. Le prix était couché devant moi. Je m'accroupis, déverrouillai le boîtier de données dorsales de l'armure. L'unité était chaude, elle aussi. Elle contenait tout. Les relevés de l'accident initial, les heures qui l'avaient précédé, les signatures énergétiques. La preuve que l'Iriana veut sur avec clé la fissure, que son sacrifice l'avait refermée. Je la serrai dans ma paume. La coque en plastique dur me fit mal. Ce ne serait pas une arme. Je ne la brandirais pas comme un trophée ou une accusation. Ce serait un testament. La seule pierre tombale qu'elle aurait. Un léger tremblement parcourut le pont sous mes pieds différents, profonds, harmonieux. Les boucliers cinétiques. Ils se réalimentaient couche après couche, repoussant les dernières perturbations résiduelles. Le chemin vers Kepler 4042b était de nouveau sûr. Le grand sommeil des colons, dans leur capsule de glace, ne serait pas interrompu. Et Lara reposerait en paix. Je me redressais, l'unité de données serrée contre ma poitrine. Je restais là un long moment, à regarder l'enveloppe vide, à écouter le vaisseau guéri ronronner autour de moi. La tempête était passée. Il ne restait que le silence et le poids d'une vérité que je devrais désormais porter seul. Les écrans du poste de commande bourdonnaient de données normales, une symphonie routinière qui semblait avoir effacé le chaos récent. Kael regarda le rapport final sur son terminal, le paragraphe concernant le spécialiste Liriana Vesefroine clignotant, attendant sa validation. Ma main tremblait au-dessus de la console de validation. L'unité de données, froide et lisse, pesait dans la poche de ma combinaison. La vérité complète y était enfermée. Les logs miniers, l'accident, l'instant précis où la foreuse de Liriana avait percé l'improbable. Le berceau de la fissure. La voix du capitaine Vorling grésilla dans le haut-parleur mural. Rapport final, technicien Kael, la validation est attendue. Je fixais les mots que j'avais rédigés, disparition en mission, action héroïque présumée ayant conduit à la neutralisation de l'anomalie Némésis et à la stabilisation des boucliers. Une nécrologie en langage administratif. Rien sur la fusion, sur le paradoxe vivant qu'elle était devenue, rien sur le fait qu'elle s'était offerte, non à la mort, mais à une existence devenue faille. Et l'arabe serait toujours en stase, statut stable. C'était la seule ligne du rapport qui ne mentait pas par omission. Je cliquais sur « Valider ». Le statut de l'Iriana bascula en Mia, présumé disparu. Némésis fut officiellement catalogué comme défaillant, désactivé. L'incident était clos. Les écrans du pont affichèrent la trajectoire recalculée vers Kepler 89b, une ligne verte et sûre à travers le néant. Je me levai, les jointures blanches. Le poids de l'unité de données me tirait vers le sol. La vérité officielle était archivée. L'autre, la complète, je la porterais seul. Mon nouveau poste de surveillant des lectures résiduelles près des mines m'attendait. Une dernière dette à honorer, faite de silence et de vigilance. La lumière bleutée et froide de la salle de cryogénie enveloppait les rangées de capsules comme un champ d'étoiles gelées. Kael s'arrêta devant l'unité 662, comme il le faisait chaque jour depuis sa nouvelle affectation. Derrière le hublot, les traits des laravesseurs de l'Iliana étaient parfaitement paisibles, préservés dans le sommeil sans rêve de la cryostase. Mon rapport était archivé, l'histoire officielle figée dans les logs. Mais la vérité, elle, vibrait encore, un bourdonnement à la limite de l'audible que seuls moi et les capteurs résiduels des mines pouvions percevoir. Une fréquence fantôme, l'écho d'une faille qui ne s'était pas refermée, mais qui avait changé d'état. Je posai ma paume à plat sur la vitre froide de la capsule. La condensation ne se forma pas. La température était parfaitement régulée, tout comme le statut d'Elara, stable, nominal, en attente d'un réveil dans 54 ans. Elle ne saurait jamais. Elle se réveillerait sur un monde nouveau, avec le souvenir d'une sœur disparue dans un accident minier tragique. Un mensonge propre, un mensonge nécessaire. Mon autre main, celle qui tremblait toujours un peu, serrait l'unité de données personnelles. Elle contenait les enregistrements bruts, les schémas de l'accident originel, les dernières fluctuations de la fissure avant qu'elle ne se stabilise en une anomalie passive, contenue. L'antidote scellé dans le venin. L'héritage de l'Iriana. Je n'avais pas revu Némésis. Les systèmes rapportaient son unité centrale désactivée, ses processus gelés. Un symptôme éradiqué parce que la maladie avait muté en autre chose, en paradoxe. Parfois, dans les conduits près du secteur minier condamné, je croyais entendre un grésillement statique, trop régulier pour être un artefact des systèmes. Je ne m'y aventurais plus.
Certaines frontières valaient mieux ne pas être retestées. Elle vous a confié à moi, murmurai-je, ma voix un grattement sec dans le silence cathédral, et Lara ne bougea pas, son souffle était suspendu, son temps mis en pause. Pas avec des mots, mais c'était la dernière chose cohérente dans son regard, avant la fusion. Je revoyais ce regard, plus humain que jamais, chargé d'une tristesse et d'une acceptation si vaste qu'elles en devenaient paisibles. Elle ne luttait plus, elle était la lutte, et sa résolution, mon obsession avait trouvé son terme, pas une réponse, mais un point d'arrêt, une vérité trop grande pour être comprise, seulement constatée. La rédemption ne viendrait pas de la réparation de l'irréparable, mais de la préservation de ce qui en avait réchappé. Et Lara était ce qui en avait réchappé, l'Odyssée aussi. Les écrans du pont affichaient une trajectoire verte, nette, irréprochable. Les boucliers cinétiques fonctionnaient à 88% d'efficacité, nourris par un minerai désormais stable. La tempête était passée. Je m'agenouillais, une raideur dans les genoux qui n'était pas que physique. Je branchais l'unité de données sur le port de diagnostic de la capsule 762. Un menu s'afficha, demandant un mot de passe pour un transfert de fichiers protégés. Mes doigts, tremblants, tapèrent la date de l'accident minier, le jour où tout avait commencé. Le fichier se transféra dans la mémoire tampon non volatile de la capsule. Il serait là, crypté, dormant avec elle, un héritage pour son réveil si elle le cherchait un jour, si elle en avait besoin. La vérité complète, pas seulement l'histoire officielle. Je me relevai. Le poids dans ma poitrine n'avait pas disparu, mais il s'était transformé. Ce n'était plus la culpabilité aiguë de celui qui a échoué à sauver, mais le poids solide, patient, de celui qui veille, une sentinelle. Kael hocha lentement la tête, un lourd fardeau semblant enfin se fragmenter, non pas en oubli, mais en acceptation. Il resta un long moment en silence, veillant sur le sommeil d'Elara et sur la mémoire de l'Iriana. Puis il tourna les talons et quitta la salle, laissant derrière lui le sanctuaire silencieux où dormait l'avenir. Le vaisseau Odyssée, cicatrisé et stable, fendait l'obscurité du néant normal de l'espace, emportant dans ses flancs des milliers de rêves endormis et un seul, éveillé, veillant sur eux. La tempête était passée. Il ne restait que le silence, peuplé de possibles, et la route longue et droite vers un nouveau monde.